Donc, tout de suite après le DDS, qu'est-ce qu'on voit? C'est le générateur de sinus que vous allez utiliser. En fait, c'est pas un générateur de sinus, c'est une table sinus. Ce qui veut dire que on rentre ce qui va dans la parenthèse du sinus. Tu sais, quand vous avez sinus de machin truc, ben c'est le machin truc qu'on rentre, il sort la valeur du sinus. OK? Donc, habituellement, ce qui sort, c'est des radians. Euh, Et on rentre tout simplement une valeur qui va être entre 0 et pi ou 0 et 2 pi. Euh, ou ça peut être aussi entre moins pi et pi aussi, ça qui donne la même affaire. Okay? Donc c'est une table de sinus. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour générer une table de sinus sur Excel. Je vous invite à aller le voir. Mais grosso modo, à quoi ressemble je vais aller au tableau. À quoi ça ressemble un circuit de sinus? Oh, il y a beaucoup de lumière, hein? Je vais utiliser cette partie-là, il est moins éclairé un peu. Peut-être que je peux réajuster ça un peu. Ah, c'est mieux un peu comme ça. C'est un peu mieux. En tout cas. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous avez votre DDS qui va générer à la sortie une rampe. Comme ça. Puis vous prenez ce signal-là, puis on le rentre dans une table de sinus. Ou cosinus, ou peu importe c'est quoi en fait. On appelle ça en anglais, c'est une LUT, Lookup Table. C'est exactement comme les FPGA, là, je parle souvent d'LUT dans les FPGA, mais ce sont des LUT de 1 bit. Tandis que ça, c'est des LUT de toutes les valeurs de correspondance. On rentre une valeur qui correspond à l'entrée. Hein, l'équation d'un sinus, c'est sin de x est égal à y. OK? Je rentre X, il me sort Y. Je rentre X, il me sort Y. OK? Fait que ça, c'est un sinus, un cosinus ou n'importe quoi. Ce qu'il faut maintenant, c'est savoir c'est quoi la taille en combien de bits j'ai en entrée. Parce que ce qui va me. Si j'ai 8 bits en entrée, par exemple, je vais avoir besoin de 256 valeurs dans ma table pour sortir la bonne valeur de sinus en sortie. Okay? Si j'ai 16 bits, ben j'ai 2 à la 16 valeurs à mettre dans ma table pour pouvoir sortir mon sinus. Okay? C'est vraiment une table. En tout cas, on peut faire une fonction mathématique qui va exécuter, qui va faire le sinus, mais ça va être moins rapide. Tandis qu'une table, c'est vraiment, je prends la valeur, je sors la valeur. Je prends la valeur, je sors la valeur. C'est automatique, c'est direct. Donc, habituellement, on fait une table. Ça prend un petit peu plus de mémoire pour stocker ces valeurs-là, mais même la view, là, la boîte que vous allez utiliser, le high throughput symbole, je ne sais pas trop comment il l'appelle, ben on utilise une table. C'est plus rapide. Okay? Donc, ça, c'est le sinus. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. C'est une, c'est une table. Donc, au lieu de faire calculer avec une fonction mathématique, on fait une table de correspondance. C'est plus simple, plus rapide. L'avantage, c'est qu'on peut générer. L'avantage d'un circuit comme ça, c'est qu'on peut générer des fonctions périodiques complexes dont la fonction mathématique n'est pas précise. Fait que tu génères, tu as une fonction mathématique bizarre, ben tu fais ta table qui représente ta période avec ton signal, puis tu peux le faire. C'est pas un problème. Même si on ne sait pas exactement la fonction mathématique, si on a la forme de l'onde, ben on peut le faire. Désavantage, c'est que l'ajustement du compte du compteur sur le compteur peut devenir difficile à ajuster en fonction de la fréquence à générer. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on utilise un DDS, ben vous avez vu que le DDS, on peut avoir une pente différente.
Fait que si on va avoir une fréquence précise, c'est pas pire parce que là, on peut s'assurer que le DDS va générer le bon nombre de points. Mais si on va avoir une fréquence qui change, ben quand on tombe à haute fréquence, on a beaucoup moins de points, ce qui peut être difficile d'aller chercher assez de points pour avoir la bonne forme de l'onde. Un sinus, c'est une chose, mais quand on tombe avec des formes assez complexes, il faut avoir assez de points pour avoir encore la forme de l'onde. Fait que là, on sort, dans ce domaine-là, là, quand on a des formes d'ondes complexes, on sort de Nyquist. Nyquist, c'est un petit peu, il doit avoir plus de points que la version Nyquist, ok? Mais pour un sinus, Nyquist tient la route. Euh, donc, un exemple de générateur de sinus à partir d'un DDS. Ben, excusez-moi. Donc, on est capable, en rentrant notre rampe à l'entrée de notre sinus, ça nous donne un sinus en sortie. Puis évidemment, plus on va avoir de points, vous voyez qu'ici, là, ça nous donne plus ou moins un sinus. Il nous manque un peu de points, ça nous donne plus un triangle. Là. Si je suivais juste les points rouges, ça me donnerait vraiment un triangle. Fait que l'idée là-dedans, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de points. Mais plus on augmente le nombre de points, plus la fréquence de génération de ces points-là doit être élevée. OK? Si on veut faire un générateur de... Donc, en fait, si je m'en retourne au tableau, si on veut faire un générateur de signal autre qu'un sinus, ben on a juste à remplacer la boîte ici. On garde le DDS, mais on prend un sinus, autre chose qu'un sinus, puis ça devrait faire le travail. Si on a une fréquence fixe à générer, on n'a pas besoin du DDS. Le DDS, l'avantage, c'est que ça, c'est une fréquence variable. Okay? C'est ça l'avantage du DDS. Par contre, si on va avoir une fréquence fixe, ben on est mieux de savoir la fréquence, déterminer le nombre de points qu'on veut, puis on a un compteur régulier, ça fait une rampe aussi. Hein? Un compteur, ça fait une rampe. Je vais aller dans le même sens que vous voyez. Ça donne une rampe. Tout, tout, tout. Donc, comme ici, là. Donc, si je prenais un compteur qui a une fréquence fixe, ben la période de ma rampe serait toujours pareille. Puis ça fonctionnerait, mais l'avantage du DDS, je le répète, prenez ça en note avec une grosse étoile, là. L'avantage, c'est quoi? C'est fréquence variable. C'est ça l'avantage d'un DDS. Je peux la modifier en changeant l'incrément. OK. Je reviens là-dessus. J'ai mis une section dans les notes. Vous voyez qu'elle n'est pas encerclée. C'est pas... il n'y aura pas de questions à l'examen. J'ai trouvé tout ça... En fait, pourquoi ils sont pas encore à l'examen? Première chose, c'est que je ne les ai pas vérifiés. J'ai trouvé ça sur le web, je trouvais ça intéressant, je les ai mis là. Pour générer un bruit blanc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un principe pour générer c'est une fonction mathématique qui nous permet de générer des nombres. Excusez-moi. Ma digestion, elle m'endort. Donc, c'est une fonction mathématique qui permet de générer des nombres aléatoires, pseudo-aléatoires, je vais plutôt dire. Et ça permet de générer justement un bruit blanc. À l'oreille, on va entendre un... Donc, ce sont des fonctions que j'ai trouvées sur Internet. J'aimerais ça les essayer. J'ai pas eu le temps. Je les ai mis là. Donc, on a ici un petit graphique là, des valeurs générées. On voit que c'est quand même aléatoire. Puis, si vous regardez ici, là, si on avait, tout dépendant de la dispersion des valeurs, ici, on a une dispersion qui est
constante dans une plage, alors qu'ici, on a une distribution qui a une pointe au centre, puis de moins en moins dense en périphérie, alors qu'ici, on a une répartition gaussienne des valeurs. Donc, les valeurs, ils sont plus concentrés au centre, mais de façon gaussienne, vont être réparties aléatoirement, éventuellement, évidemment. Là. Mais, donc, selon la fonction qu'on utilise, on est capable de jouer avec ça. Bon, encore une fois, c'est pas à l'examen. J'ai mis la bibliographie en conséquence ici, ou d'où ce que j'ai pris ça. Je sais même pas si ça existe encore, le lien. Vous pouvez tester. J'ai sauté une partie. Où es-tu? Ah non, il est ici. Le PWM, j'en ai parlé, là, mais un PWM, je pourrais faire un PWM avec une fréquence variable en utilisant la même chose avec mon DDS. Je vais retourner à mon DDS, il est ici. En fait, je vais retourner au tableau, ça va être plus simple. Si je remplace mon sinus ici par un comparateur pas analogique, là. On s'entend que c'est un comparateur. Je compare avec. En LabVIEW, vous avez ça, des comparaisons, hein? Si ça est plus grand que telle valeur, non, plus, je vais le mettre plus petit. On va refaire. On va faire d'espace. Si ça est plus petit que, je sais pas moi, mettons que j'ai une valeur qui oscille entre 0 et 4096, comme c'est le cas dans le lab. Moi, peut-être, en tout cas, je sais pas comment vous allez le faire, là, mais ça va dépendre de vous autres. Je pense que ça dépend aussi des critères que je vous ai donnés. Donc, si j'ai une valeur, c'est un exemple. Si j'oscille entre 0 et 4096, ben ici, je pourrais avoir un duty cycle de 50% si je fais en sorte qu'il va être à 1, une sortie, ça va être booléen. OK, c'est booléen. Ici, je pourrais mettre 2048 comme valeur de référence. Fait que s'il est plus petit que 2048, il sort 1. S'il est plus grand, il sort 0. Si je change cette valeur-là, si je la diminue, ben là, je vais changer mon rapport cyclique de ma sortie. Donc, je vais en fait un PWM avec un rapport cyclique variable et une fréquence variable. Si je veux avoir une fréquence fixe, ben à ce moment-là, je n'utiliserai pas un DDS. C'est complexe pour rien. Je vais utiliser juste un compteur. D'ailleurs, si vous regardez dans les notes de cours, vous allez voir l'exemple du PWM des microcontrôleurs de PIC, de microchip. Ben, il utilise justement un timer qui est un compteur qui a une fréquence. Ben, la fréquence, on peut la changer, mais il y a quand même, c'est des plages de fréquences fixes. Il y a, mettons, 4 ou 5 possibilités de fréquences, puis c'est tout. Alors que le DDS, il y a vraiment une panoplie de fréquences différentes. Okay? Donc, c'est l'idée, c'est de mettre tout simplement un comparateur. Hein, on fait la même chose en analogique. Vous faites générer une rampe avec une source de courant qui remplit un condensateur, puis à la sortie, ça génère votre rampe. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On met un comparateur avec une valeur de seuil, puis quand le seuil est atteint, ça tombe à 1 ou ça tombe à 0. On fait la même chose en numérique. C'est justement ce que je vous montre là, c'est pour que vous soyez capable de le faire en numérique. OK, c'est ce qui met fin pas mal au fascicule N17. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. Pour générer un signal, être capable de générer une rampe, être capable de générer un signal carré, un signal triangulaire. Après, à partir de là, si vous êtes capable de générer un signal triangulaire, une rampe, avec une table, on est capable de générer n'importe quoi. Voici c'était le résumé du fascicule. Sur ce, j'arrête ça là.